Un silence de plomb régnait dans la cellule numéro 26, dans la 4e tour de la Bastille. En 1786 de l'ère chrétienne. À travers l'étroite fenêtre, barrée d'une grille épaisse comme le doigt, tout en haut sous le plafond, ne perçait qu'une faible lueur grisâtre du jour parisien. Elle ne chassait pas les ténèbres, mais rendait plutôt visible l'obscurité épaisse où se noyaient les murs de pierre de 8 pieds de haut, couverts d'une moisissure séculaire, de coulures et des inscriptions mélancoliques de ceux qui avaient péri ici avant lui. « Oublié de Dieu et des hommes !» proclamait l'une d'elles, gravée avec un clou rouillé. L'air était lourd, vicié, un cocktail épais d'odeurs d'humidité, de poussière de pierre, de désespoir, d'immondices provenant du baquet dans un coin et de l'arrière-goût aigrelet du vin tourné. Dans ce cachot de pierre, dans ce ventre glacé de l'absolutisme français, était assis un homme dont le nom, hier encore, retentissait dans toute l'Europe. Un homme que certains appelaient un guérisseur divin et un prophète, et d'autres, le plus grand charlatan du siècle. Le comte Alessandro di Cagliostro. Il était assis sur un banc de bois brut, chargé de fer qui cliquetait sourdement à chaque mouvement, comme pour égrener les derniers instants de sa gloire. Son juste au corse, autrefois somptueux, en velours et soie de lion, brodé de fils d'or, s'était transformé en haillons sales et graisseux. Les manchettes de dentelle, témoins d'innombrables réceptions dans les salons aristocratiques, étaient pourries et noircies. Mais même maintenant, dans l'humiliation et la saleté, dans sa posture, dans la manière dont il tenait la tête, il conservait quelque chose de royal, d'indompté. Ses yeux sombres, profondément enfoncés, où brûlait autrefois le feu d'un charisme inflexible capable de soumettre la volonté des ducs et des cardinaux, étaient maintenant pleins d'une fatigue lourde et pensive. Il ne regardait pas les murs, mais à travers eux, dans son passé, essayant de comprendre à quel moment précis la spirale brillante et fulgurante de son ascension s'était transformée en un tourbillon mortel, l'entraînant au fond même de ce puits de pierre. Un an plus tôt à peine, il était l'idole de Paris. Son hôtel particulier dans le quartier du Marais était un lieu de pèlerinage pour les familles les plus nobles de France. Des duchesses, dont les visages étaient déjà marqués par le temps, le suppliaient de prolonger leur jeunesse avec son élixir mystérieux. Des courtisans, ayant perdu des fortunes aux cartes, cherchaient auprès de lui la pierre philosophale. Et les libres penseurs éclairés, francs-maçons et philosophes, voyaient en lui le fondateur d'une nouvelle et véritable religion, libre des dogmes du Vatican et des superstitions de la populace. Sa femme, la divine Séraphina, avec sa beauté surnaturelle et sa dignité silencieuse, semblait être la prêtresse d'un culte ancien, éternel et magnifique. Ses séances de maçonnerie égyptienne, ses prédictions faites à l'aide d'une jeune fille innocente fixant une carafe d'eau, ses guérisons stupéfiantes de pauvres pour lesquels il ne prenait jamais d'argent. Tout cela avait créé autour de lui une aura de demi-dieu. Il était plus qu'un homme. Il était un phénomène, un symbole du siècle des Lumières, qui, ayant rejeté l'ancienne foi, cherchait désespérément et convulsivement de nouveaux miracles. Et maintenant, la Bastille. Accusé dans le plus grand scandale de la décennie, l'affaire du collier de la reine. Une escroquerie qui jeta une ombre épaisse et sale sur la reine Marie-Antoinette elle-même et ébranla les fondements même du trône des Bourbons. Lui, le comte de Cagliostro, le grand Coft, l'ami de l'humanité, s'était retrouvé impliqué dans l'intrigue sordide d'une aventurière avide et d'un cardinal ambitieux mais stupide. Et tout ce monde qui l'avait applaudi attendait maintenant avec une curiosité avide sa chute. Comment cela était-il arrivé? Où se cachait le début de la fin? Peut-être fallait-il chercher la réponse non pas dans les salles étincelantes de Versailles, ni dans la fumée des laboratoires d'alchimie, mais très très loin d'ici, sous le soleil brûlant de la Sicile, dans le labyrinthe des ruelles poussiéreuses et nauséabondes de Palerme, où, de nombreuses années auparavant, était né un garçon nommé
Giuseppe Balsamo, un garçon destiné à mourir pour que, à sa place, ressuscite de ses cendres l'immortel comte de Cagliostro. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un aventurier. C'est l'histoire d'une époque pleine de contradictions criantes, l'histoire du pouvoir du mythe sur la raison, de la soif humaine de miracles et de la hauteur vertigineuse à laquelle peut s'élever un homme qui s'est créé lui-même à partir de rien, et de la chute écrasante qu'il peut subir lorsque la réalité finit par présenter sa facture. Avant que le comte Alessandro di Cagliostro ne monte sur la scène de l'histoire européenne, il y avait Giuseppe Balsamo. Et pour comprendre le conte, avec ses manies et ses talents, il faut descendre dans les profondeurs mêmes du monde qui a engendré Giuseppe. La Sicile du milieu du XVIIIe siècle, une île qui, au cours de son histoire, avait tout vu. Grecs et Romains, Vandales et Byzantins, Arabes et Normands, Allemands et Français. Elle était maintenant le joyau de la couronne des Bourbons de Naples, mais restait en substance une province lointaine, semi-féodale, vivant selon ses propres lois. C'était une terre de contrastes saisissants, des vallées fertiles et des montagnes brûlées par le soleil, où se cachaient les bandits, le luxe inouï de quelques familles aristocratiques, qui possédaient presque toutes les terres, et la misère sans espoir et héréditaire des paysans et de la populace urbaine, les Lazzaroni. Et au-dessus de tout cela régnait la toute-puissante Église catholique, qui n'était pas seulement un pasteur spirituel, mais aussi le plus grand propriétaire terrien, dont le pouvoir rivalisait avec celui du vice-roi. Palerme, la capitale de ce monde, en était l'expression concentrée. C'était un creuset bouillonnant, nauséabond, éblouissant et cruel. Imaginez cette ville. Des ruelles étroites et tortueuses, coincées entre de hauts bâtiments délabrés, dont les balcons en fer forgé se touchent presque, créant une pénombre éternelle même par le jour le plus ensoleillé. L'air est dense, multicouche, tissé de l'arôme écœurant des orangers en fleurs et du jasmin, mêlé à l'odeur de la poussière brûlante, de la brise marine salée, du poisson frit des étals de rue, de l'ail, du vin bon marché et de l'odeur aigrelette et omniprésente des immondices que l'on jetait directement par les fenêtres. À chaque coin de rue, une église, ornée d'or terni par le temps, d'argent dépoli et d'anges de marbre au nez cassé, et à côté, à l'ombre d'un portail sculpté, un mendiant en haillons, couvert d'ulcères, demande l'aumône d'une voix monotone. Les carrosses luxueux et massifs des aristocrates, avec des armoiries sur les portières, attelés à 6 chevaux, se frayent difficilement un chemin à travers la foule bruyante et gesticulante d'artisans, de marchandes, de marins aux pieds nus et d'enfants des rues, rapides et sauvages comme des chats. Le majestueux palais des Normands, palais des rois normands, jouxte le quartier arabe de la Khalsa, où l'architecture, les mœurs et la langue elle-même conservent encore le souvenir de la domination des émirs. Cette ville apprenait à survivre, à mentir, à feindre et à frapper le premier. C'est précisément dans ce monde, dans le quartier pauvre de l'Albergaria, le 2 juin 1743, dans la famille d'un petit marchand de draps, Pietro Balsamo, et de son épouse Felicita, née Bracconieri, que naquit un garçon, baptisé Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Balsamo. Un nom aussi long, hommage à la tradition catholique et à une légion de saints patrons, paraîtra à l'avenir un prologue ironique à l'homme qui changera des dizaines de fois de noms et de masques, tel un serpent muant. Son enfance fut courte et sans joie. Son père, une âme honnête mais malchanceuse, mourut alors que Giuseppe n'était encore qu'un nourrisson, laissant la famille au bord de la famine. Sa mère, Felicita, brisée par le chagrin et la misère, fut contrainte de confier ses enfants à la charge des parents de son mari. C'est ainsi que le petit Giuseppe commença son amer périple de foyer en foyer, apprenant dès son plus jeune âge la principale leçon de la vie. Tu n'es nécessaire à personne, et pour survivre, il faut être rusé, observateur et ne faire confiance à personne, même à ceux qui partagent ton pain. C'était un enfant difficile.
agité, insolent, avec un regard vif et perçant et un esprit qui semblait tout absorber, le bon comme le mauvais. Il s'enfuyait constamment, vagabondait, se battait. Ses oncles, voyant en lui plus un fardeau qu'un espoir, décidèrent de lui donner la seule éducation accessible à un pauvre qui pourrait apaiser sa nature turbulente, une éducation ecclésiastique. À 13 ans, il fut envoyé au séminaire du monastère de l'ordre des bénédictins Fat Bene Fratelli, ce qui signifie littéralement « Faites le bien, frère » à Caltagirone. La vie monastique devait être pour lui un salut, mais le résultat fut tout le contraire. Le monastère devint pour Giuseppe la première université de l'hypocrisie et des sciences appliquées. Derrière les murs austères, derrière les rituels et les prières de plusieurs heures, il vit la même comédie humaine que dans les rues de Palerme. L'envie, l'hypocrisie, la lutte pour le pouvoir, les petites intrigues et les vices cachés. Il comprit vite que la piété extérieure n'était qu'un masque que l'on porte par commodité. Cependant, le monastère lui donna aussi quelque chose d'inestimable. Il était de son devoir d'aider l'apothicaire du monastère, un moine chimiste. Et là, parmi les cornues, les fioles, les mortiers, les alambics et les bouquets d'herbes séchées, un monde nouveau et passionnant s'ouvrit au jeune Balsamo. Il étudia avec avidité les bases de la chimie, de la botanique et de la pharmacologie, ou, comme on les appelait plus souvent alors, l'alchimie et l'iatrochimie. Il apprit les propriétés des minéraux et des plantes, apprit à composer des mixtures, des baumes, des laxatifs et des poudres somnifères. Il vit comment de simples substances, en se mélangeant, produisaient des effets saisissants, changeaient de couleur, sifflaient, dégageaient des gaz, explosaient. C'était une véritable magie, mais une magie ayant une explication tout à fait matérielle et scientifique. Cette expérience jeta les bases de tous ses futurs miracles. Il comprit une grande vérité. Ce que l'ignorant considère comme de la magie n'est pour le savant que de la science. Son esprit vif et son caractère agité ne purent longtemps supporter la discipline étouffante du monastère. La légende, qu'il racontera lui-même plus tard avec plaisir, veut qu'il en ait été expulsé après un nouveau blasphème. Lisant la vie des saints pendant le repas fraternel, il remplaçait intentionnellement leurs noms par ceux des plus célèbres courtisanes et femmes vénales de Palerme, ce qui provoquait un rire homérique parmi les jeunes novices et la juste colère de l'abbé. De retour à Palerme, il se retrouva à la rue, sans argent, sans métier, mais avec un bagage de connaissances dangereux, une absence totale de freins moraux et une haine brûlante de la pauvreté. Commença la première étape, purement criminelle, de sa carrière. Palerme grouillait de petits escrocs, mais Giuseppe Balsamo se distingua rapidement parmi eux. Il possédait un don rare, un talent d'acteur et un sens psychologique inné. Il ne se contentait pas de tromper, il mettait en scène des spectacles dont il était à la fois le metteur en scène et l'acteur principal. Il pouvait contrefaire des documents, des billets de théâtre, des reconnaissances de dettes et des testaments avec une telle habileté qu'il trompait même des notaires expérimentés. Il jouait le rôle d'entremetteur pour des aristocrates désœuvrés, leur soutirant de l'argent. Il vendait des amulettes magiques et des filtres d'amour, dont il avait appris la composition à la pharmacie du monastère. Chaque escroquerie affinait ses compétences, le rendait plus audacieux et plus inventif. Le sommet de ses exploits siciliens fut une escroquerie qui devint une légende locale et le força à fuir son île natale. Sa victime fut un orfèvre riche, mais extrêmement avare et superstitieux, nommé Vincenzo Murano. Balsamo, jouant sur ces deux vices, le persuada qu'il connaissait un endroit où, dans une ancienne grotte près de la ville, était caché un trésor inestimable, laissé par les Arabes. Cependant, selon lui, le trésor était gardé par de puissants esprits, et pour les apaiser, il fallait une cérémonie magique complexe et une somme d'argent considérable, 60 onces d'or,
pour soudoyer ces mêmes esprits. L'orfèvre, aveuglé par la vision de montagnes d'or et de pierres précieuses, accepta. La nuit convenue, Balsamo amena Murano dans un endroit isolé hors de la ville. La nuit était sans lune et venteuse, ce qui ajoutait à l'atmosphère macabre. Il alluma des feux, dont les flammes faisaient danser des ombres grotesques sur les rochers, traça sur le sol des signes cabalistiques, marmonna des incantations dans un mélange de latin, de grec et de pseudo-arabe de cuisine. Pour plus d'effet, il engagea une bande de ses acolytes, qu'il déguisa en démons, les enduisant de suie et leur mettant des cornes. Au plus fort du rituel, lorsque la tension atteignit son paroxysme, ces démons sortirent des rochers avec des cris sauvages et se jetèrent sur le malheureux orfèvre, le rouant de coups jusqu'à le laisser pour mort et lui prenant non seulement les 60 onces, mais aussi tout ce qu'il avait dans sa bourse. Balsamo lui-même, feignant une terreur mortelle, s'enfuit dans l'obscurité en criant « Ils me poursuivent !» Lorsque l'orfèvre battu, volé et humilié regagna la ville et comprit qu'il avait été monstrueusement trompé, il entra dans une fureur noire. Il s'adressa aux autorités et une récompense fut offerte pour la tête de Giuseppe Balsamo. Rester à Palerme était devenu mortellement dangereux. Rassemblant toutes ses économies, le jeune aventurier quitta la Sicile pour toujours. Il ne savait pas encore qu'il ne reverrait jamais sa ville natale, mais le monde qu'il avait quitté resta à jamais en lui, avec son cynisme, son talent d'acteur et sa ferme conviction que le monde entier est un théâtre et que les hommes ne sont que des acteurs attendant leur metteur en scène. Ayant quitté la Sicile, Giuseppe Balsamo n'avait pas de plan précis. Il n'avait qu'un désir brûlant d'échapper à la misère, un instinct de survie affiné dans les rues de Palerme et une haine envers le monde qu'il avait rejeté. Commença une longue période d'errance que l'on pourrait appeler les années d'apprentissage du grand aventurier. Il se déplaçait de ville en ville, changeant de nom et de profession comme un acteur change de costume. Messine, Naples et enfin la ville éternelle, Rome. Rome, au milieu du XVIIIe siècle, n'était pas seulement le centre du monde catholique, mais aussi un aimant pour les pèlerins, les artistes, les aristocrates effectuant leur grand tour, et, bien sûr, les escrocs de tout poil. C'était une ville de contrastes saisissants. La splendeur éblouissante de la basilique Saint-Pierre et les ruines du Forum envahies par les mauvaises herbes, le luxe inouï des palais cardinalices et la crasse insondable des bas-fonds du Trastevere. Pour un homme comme Balsamo, c'était un environnement idéal, plein d'opportunités. Il y poursuivit l'affinement de son art. Il vendait des gravures qu'il prétendait avoir réalisées lui-même, alors qu'en réalité il ne faisait que les acheter pour une bouchée de pain à de pauvres artistes qui y apposaient sa signature. Il se faisait passer pour un peintre copiste, obtenant des commandes de copies de tableaux de maîtres anciens, puis disparaissait avec l'avance. Il s'essaya au rôle d'alchimiste, promettant à de riches naïfs de transformer le plomb en or, et s'éclipsait dès que ses expériences échouaient de manière inattendue, après avoir reçu les fonds pour les réactifs. Mais c'est à Rome, en 1768, qu'eut lieu un événement qui changea à jamais sa vie et sa carrière. Le destin, ou peut-être l'instinct commun des prédateurs, le mit en présence d'une jeune fille qui allait devenir sa fidèle compagne, sa complice et son principal artefact magique. Elle s'appelait Lorenza Feliciani. Lorenza n'était pas une aristocrate, comme le prétendra plus tard leur légende commune. Elle était la fille d'un simple artisan d'inandière et était née dans une famille pauvre de Rome, dans le quartier du Trastevere. Cependant, la nature l'avait dotée d'une beauté véritablement extraordinaire, presque irréelle. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était déjà épanouie, comme une fleur rare, grande, élancée, avec des traits classiques parfaits, d'immenses yeux sombres et expressifs, et une chevelure épaisse couleur aile de corbeau. Elle possédait une grâce innée,
et une dignité calme et mélancolique, qui la faisait ressembler à une Madone descendue d'une toile de Raphaël. Balsamo, qui avait 25 ans, fut instantanément foudroyé. Mais lui, cynique jusqu'à la moelle, ne vit pas en elle seulement une belle femme. Son œil aiguisé d'escroc décela en elle un potentiel incroyable. Cette jeune fille était son laissez-passer pour le grand monde. Son apparence angélique et innocente pouvait inspirer confiance à n'importe qui. Elle était la façade idéale, impeccable, pour ses sombres affaires. Il tomba amoureux, mais son amour fut dès le début pragmatique, possessif. Il épousa Lorenza le 21 avril 1768, malgré l'opposition farouche de ses parents, qui sentirent instinctivement en lui un vaurien et craignirent pour le sort de leur fille. Immédiatement après le mariage, il commença l'éducation de sa jeune épouse. Ce fut un processus de transformation d'une modeste jeune fille romaine en une femme du monde et une complice. Il lui apprit les manières, l'art de se comporter en société, l'art de l'allusion et du non-dit. Il la forçait à lire, lui apprenait à s'habiller. Et, ce qui est le plus cynique, il commença à utiliser sa beauté comme appât. Il la présentait à des hommes riches et influents, encourageant leurs avances, puis, au moment opportun, apparaissait dans le rôle du mari offensé, faisait un scandale et extorquait de l'argent en guise de compensation pour l'honneur bafoué. Lorenza, qui au début résistait, pleurait et le suppliait d'arrêter, finit par se résigner à son rôle. La vie avec Balsamo, pleine de déménagements, d'aventures, de luxe et d'argent facile, lui semblait bien plus excitante que la perspective morne de devenir l'épouse de quelques boutiquiers romains et de passer toute sa vie dans la pauvreté. Elle devint son Pygmalion, sa Galatée, et lui, son metteur en scène et son maître. Leur union était toxique, construite sur l'exploitation et la manipulation, mais en même temps incroyablement solide. Ils étaient comme les deux moitiés d'un tout, son esprit et sa beauté, son audace et son apparence angélique. Leur carrière commune commença par un voyage à travers l'Italie, la France et l'Espagne. Ils vivaient sous des noms d'emprunt, se présentant comme les marquis ou comtes de Pellegrini, de Mélissa, de Phénix. Leur méthode de travail était simple mais efficace. Ils arrivaient dans une ville, louaient des appartements luxueux, engageaient des domestiques, créant l'apparence d'une immense richesse. Giuseppe, ou le marquis, nouait des contacts dans la haute société, dans les maisons de jeu et les salons, faisant allusion à ses relations avec les cours royales, à ses connaissances en alchimie et en sciences occultes. La belle Lorenza, la marquise, par son charme, sa modestie et son silence mystérieux, complétaient le tableau. Une fois la confiance gagnée, le travail commençait. Vente d'élixirs de jouvence éternelle, multiplication de l'or, prédiction de l'avenir, vente de faux billets de loterie d'État. Tout l'arsenal déjà testé par Balsamo en solo était mis à contribution, mais maintenant renforcé par la présence de sa magnifique épouse. Cependant, cette vie ressemblait à une marche sur une corde raide. Le succès alternait avec l'échec. À Barcelone, ils furent arrêtés et expulsés du pays. À Madrid, ils évitèrent de justesse la prison. Leur chemin les mena à Londres. Et c'est là, dans la capitale brumeuse de l'Empire britannique, dans ce centre du capitalisme mondial et des quêtes ésotériques, que Giuseppe Balsamo prendra la décision qui sera un tournant dans son destin. Il comprendra que la petite escroquerie est une impasse. Pour atteindre la véritable grandeur, il ne suffit pas de tromper les gens. Il faut leur donner une nouvelle foi, une nouvelle mythologie. Il faut cesser d'être Giuseppe Balsamo, petit escroc au passé criminel. Il faut créer quelqu'un de complètement nouveau, un homme sans passé, un homme énigme, un homme légende. Et pendant que Giuseppe Balsamo et Lorenza vagabondaient à travers l'Europe, affinant leur art de l'escroquerie, des idées prenaient de l'ampleur sur le continent, qui créerait le terrain idéal pour leur futur triomphe. Le siècle de la raison engendrait ses propres démons.
Plus les philosophes proclamaient haut et fort la victoire de la science et de la logique, plus le désir de mystère, de miracle, d'irrationnel grandissait au fond de l'âme européenne. Et au centre de ces recherches se trouvait la franc-maçonnerie, un mouvement qui promettait aux initiés l'accès à une connaissance secrète. C'est dans ce fleuve que notre héros allait entrer, pour en changer à jamais le cours. Pour conquérir le monde, Giuseppe Balsamo devait mourir. À sa place devait naître un être mythique, un être hors du temps et de l'espace. En 1776, arrivant à Londres pour la deuxième fois, l'aventurier sicilien accomplit son principal acte de création. Il créa le comte Alessandro di Cagliostro. Pourquoi Londres? La capitale de la Grande-Bretagne, à cette époque, ne ressemblait pas aux villes catholiques du continent. C'était le centre mondial du commerce, de la finance et surtout de la libre pensée. Ici, loin de l'œil omniscient de l'Inquisition, prospéraient les courants philosophiques les plus divers, les sociétés secrètes et les cultes mystiques. La tolérance religieuse, inscrite dans la loi, et la célèbre excentricité de l'aristocratie britannique créaient un terrain idéal pour l'apparition d'un personnage tel que Cagliostro. Ici, les originaux et les prophètes étaient traités avec curiosité et une pointe d'ironie, et non avec méfiance. Le nom Cagliostro n'avait pas été choisi au hasard. Il appartenait à sa marraine, et, en le prenant, Giuseppe semblait vouloir couper le dernier fil avec son passé honteux sous le nom de Balsamo. Mais un nom ne suffisait pas. Il fallait une légende, et Cagliostro la créa, grandiose, éclectique et absolument irrésistible pour la société blasée et avide de miracles du XVIIIe siècle. Selon cette nouvelle biographie soigneusement élaborée, lui, le comte de Cagliostro, n'était pas natif de Sicile. Il était né dans un mystérieux pays d'Orient, peut-être à Médine ou à Malte, de nobles mais inconnus parents chrétiens. Enfant, il avait été recueilli par un sage précepteur, un grec énigmatique nommé Altotas. Avec lui, il avait voyagé en Égypte, en Arabie et en Perse. Il avait visité les grandes pyramides, où les prêtres lui avaient révélé les secrets d'Isis et d'Osiris. À Médine, il avait étudié la doctrine du prophète, et en Perse, la magie des Zoroastriens. Il maîtrisait les secrets de la pierre philosophale, de l'élixir de vie et de la médecine universelle. Son précepteur Altotas, qui avait vécu plusieurs centaines d'années, était mort dans ses bras à Malte, lui léguant la mission de poursuivre la grande œuvre d'illumination de l'humanité. Cette histoire était un collage génial d'idées et d'images populaires à l'époque. La mode de l'afro-orientalisme, de tout ce qui était égyptien et oriental, était à son apogée. La légende des sages arabes, de la jeunesse éternelle et du savoir secret enflammait les esprits de l'élite européenne. Cagliostro n'avait rien inventé de fondamentalement nouveau, il s'était contenté de compiler les mythes, rumeurs et doctrines ésotériques existants et de s'en faire le héros principal. Lorenza reçut également un nouveau rôle. Elle cessa d'être simplement sa femme. Elle devint la comtesse Serafina, sa compagne éternellement jeune et belle, avec laquelle il voyageait peut-être à travers les siècles. Avec cette nouvelle légende, Cagliostro commença sa campagne de conquête de Londres. Il loua une maison dans le quartier prestigieux de Soho et commença à donner des séances mystérieuses. Pendant ces séances, il effectuait des rituels magiques, par exemple à l'aide d'un miroir magique ou d'une carafe d'eau pure, dans laquelle un enfant innocent, appelé Colombe ou Colombelle, devait regarder. Il faisait apparaître des visions du passé et de l'avenir. Il prédisait les numéros gagnants à la loterie, retrouvait des objets perdus, répondait à toutes les questions. Bien sûr, en coulisses se trouvait une préparation minutieuse. Ces agents recueillaient à l'avance des informations sur les clients, sur leurs problèmes, leurs peurs et leurs désirs, et les enfants innocents étaient bien briefés.
Mais pour le public, cela ressemblait à un véritable miracle. Cependant, son principal coup stratégique à Londres fut son entrée dans une loge maçonnique. Avant d'en parler, il faut comprendre ce qu'était la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. C'était une force incroyablement influente, ramifiée et à la mode. Ce n'était pas simplement une organisation secrète, mais tout un réseau de clubs élitistes qui couvrait toute l'Europe et l'Amérique et unissait des aristocrates, des intellectuels, des militaires, des financiers et même des têtes couronnées. Les francs-maçons prêchaient les idéaux de fraternité, d'égalité, de lumières et de perfectionnement moral. Mais derrière la façade des conversations philosophiques et de la charité, de nombreuses loges, en particulier sur le continent, se passionnaient pour le mysticisme, l'alchimie, la kabbale, la théosophie et l'ésotérisme. Des courants tels que le martinisme, la Rose-Croix, le rite de la stricte observance, cherchaient dans la maçonnerie non seulement des allégories morales, mais aussi une voie vers une réelle transformation spirituelle et un pouvoir secret. Cagliostro comprit que la franc-maçonnerie était une organisation internationale prête, idéalement structurée, parfaite pour la diffusion de sa propre doctrine. Il n'avait pas besoin de créer une organisation à partir de zéro. Il pouvait simplement prendre la tête d'une organisation existante ou créer en son sein son propre système, plus parfait. En avril 1777, il fut initié franc-maçon dans la loge L'Espérance à Londres. Il gravit rapidement tous les échelons et devint lui-même maître. Mais la maçonnerie symbolique ordinaire était pour lui trop ennuyeuse et fade. C'est alors qu'il annonça qu'il était le gardien de la forme la plus ancienne et la plus véritable de la franc-maçonnerie, le rite égyptien. Il affirmait que la franc-maçonnerie traditionnelle n'était qu'une version déformée et dégénérée de l'ancienne connaissance égyptienne qui avait été révélée par le prophète Élie et le sage égyptien Hermès Trismégiste et conservée en secret par les prêtres des temples de Memphis et de Thèbes. Et lui, le grand Khoft, ce qui signifiait l'Égyptien, avait été envoyé dans le monde pour restaurer cette sagesse originelle. Son rite égyptien promettait aux adeptes non seulement un perfectionnement moral, mais une réelle régénération physique et spirituelle. Il promettait une prolongation de la vie de 5557 ans, la restauration de l'innocence originelle et, finalement, l'atteinte de l'immortalité et d'une communication directe avec Dieu et les anges. Cela s'obtenait par une série de jeûnes de 40 jours et l'ingestion de la matière première, son élixir secret. C'était inouï. Cagliostro offrait ce qu'aucune église et aucune loge maçonnique ne pouvait donner, un miracle tangible, pratique. Sa doctrine était conçue pour tous. Pour les hommes, il créa des loges masculines, et pour les femmes, qui n'étaient pas admises dans la maçonnerie ordinaire, il fonda des loges d'adoption féminines dirigées par la grande prêtresse Séraphina. Ce fut un coup de génie, qui attira à lui de nombreuses dames nobles et influentes, qui jusqu'alors étaient privées de la possibilité de participer à la vie secrète de leur mari. Sa première expérience londonienne, cependant, ne fut pas un triomphe complet. Il se heurta à l'hostilité d'une partie des francs-maçons anglais, qui voyaient en lui un parvenu et un imposteur. De plus, il s'associa à un groupe d'escrocs qui le compromirent dans une affaire de vol de bijoux. Bien qu'il ait été acquitté au tribunal, sa réputation en Angleterre était entachée. Il comprit que le Londres conservateur et quelque peu sceptique n'était pas le meilleur endroit pour l'épanouissement de son culte. La vraie gloire l'attendait sur le continent, dans les pays où les monarchies absolues et l'Église catholique créaient un vide spirituel qu'il était prêt à combler. Quittant l'Angleterre, Cagliostro, désormais complètement réincarné dans son rôle, entreprit une tournée qui allait faire de lui l'un des hommes les plus célèbres et les plus énigmatiques de son temps. Quittant les rives brumeuses de l'Albion, le comte de Cagliostro et sa divine Séraphina entamèrent leur marche triomphale à travers l'Europe continentale. Ce fut l'heure de gloire du grand Khoft, le siècle des Lumières,
avec son culte de la raison et de la science, engendra paradoxalement une soif insatiable d'irrationnel. L'aristocratie, lasse du voltairianisme de salon, du rationalisme aride et de la dogmatique ecclésiastique insipide, cherchait de nouvelles expériences spirituelles plus fortes, des mystères et des miracles. À cette époque, aux côtés des encyclopédistes, prospérait Franz Anton Mesmer avec son magnétisme animal, et dans les salons on discutait des œuvres du mystique Emanuel Swedenborg. Cagliostro toucha le nerf même de son temps. Il donnait aux gens exactement ce qu'ils voulaient, en l'emballant dans le papier à la mode de la science, du mysticisme et de la philanthropie. Leur chemin les mena à travers La Haye, Nuremberg, Leipzig, Berlin. Dans chaque ville, le même scénario, peaufiné à la perfection, se répétait. Arrivé dans un carrosse luxueux, entouré de domestiques en livrées exotiques. Location de l'hôtel particulier le plus cher, puis les rumeurs que ses agents répandaient habilement dans la ville. Un conte mystérieux est arrivé, un grand guérisseur, un ami de l'humanité, possédant les secrets de la jeunesse éternelle. Cagliostro commençait par des actes de charité ostentatoires. Il ouvrait des cliniques gratuites pour les pauvres, distribuait de l'argent dans les rues, soignait les malades avec des mixtures et des baumes qui, grâce à ses connaissances réelles en chimie et en pharmacologie, apportaient souvent un réel soulagement. Cela lui créait une réputation de saint, d'homme désintéressé, ce qui contrastait vivement avec l'avidité des médecins officiels. Une fois la ville intriguée, il commençait à recevoir l'aristocratie. Ces séances se transformaient en de grandioses mises en scène théâtrales. Dans une pièce à demi obscure, au milieu de symboles égyptiens, de bustes d'Isis et de Sphinx, dans des volutes d'encens, il accomplissait ses rituels magiques. Il invoquait les ombres des morts, utilisant une technique plus tard appelée fantasmagorie, des projections d'images sur de la fumée ou un écran semi-transparent à l'aide d'une lanterne magique. Il démontrait des miracles chimiques, faisait changer l'eau de couleur, faisait pousser sous les yeux du public un arbre philosophique de cristaux de sel métallique dans une fiole. Pour un public non averti, ignorant les lois de la chimie et de l'optique, c'était une preuve irréfutable de ses pouvoirs surnaturels. Parallèlement, il fondait des loges de son rite égyptien. Les cérémonies d'initiation étaient organisées avec un faste incroyable et un calcul psychologique. Les candidats subissaient des épreuves par le feu et par l'eau, prêtaient des serments terribles de fidélité, contemplaient des symboles mystiques. Cagliostro, dans une somptueuse tenue de grand copte, discourait sur les mystères de l'univers, promettant aux initiés le pouvoir sur les esprits et l'immortalité physique grâce à une série de jeûnes de 40 jours et à l'ingestion de la matière. De la matière première, son élixir secret. C'était un instrument psychologique extrêmement puissant. Les personnes qui avaient subi de tels rituels se sentaient élues, initiées à un grand secret, et devenaient ses adeptes les plus dévoués, prêtes à sacrifier des sommes énormes aux besoins de l'ordre. L'un des épisodes les plus marquants de cette période fut son séjour en Courlande, à Mito, l'actuelle Jelgava. La noblesse locale, coupée des capitales européennes, fut charmée par lui. Il vivait sur un grand pied, organisait des festins, et sa fortune semblait inépuisable. C'est là qu'il réalisa l'une de ses plus célèbres expériences de multiplication de l'or, convainquant les aristocrates locaux de ses talents d'alchimiste. Cependant, derrière la façade brillante se cachait une réalité prosaïque. Les dépenses étaient couvertes par les généreuses donations des nouveaux membres de ses loges. Le point de destination suivant fut l'Empire russe. En 1779, Cagliostro arriva à Saint-Pétersbourg. La cour de l'impératrice Catherine II était l'une des plus brillantes et en même temps des plus sceptiques d'Europe. Catherine, qui se targuait de sa correspondance avec Voltaire et Diderot, était l'incarnation de l'absolutisme éclairé
et considérait avec une profonde méfiance toutes sortes de mystiques et de prophètes. Pour Cagliostro, c'était un défi. Conquérir Saint-Pétersbourg signifiait obtenir la reconnaissance suprême. Au début, le succès fut au rendez-vous. Il se présenta comme un colonel espagnol, et son apparence exotique, sa richesse et son mystère firent impression sur la haute société pétersbourgeoise, qui s'ennuyait en l'absence de l'impératrice. Il commença à soigner, et les rumeurs de ses guérisons miraculeuses se répandirent rapidement dans la capitale. Le cas le plus célèbre est l'histoire du fils nouveau-né d'un courtisan, que les médecins avaient déclaré sans espoir. Cagliostro s'enferma avec le nourrisson dans une pièce, effectua quelques manipulations, et l'enfant survécut. Très probablement, il utilisa un puissant stimulant ou appliqua simplement des techniques de réanimation de base, inconnues des médecins de l'époque, mais pour la société ce fut une résurrection d'entre les morts. Même le tout-puissant prince Grigory Potemkine s'intéressa à lui. Cependant, à Saint-Pétersbourg, Cagliostro se heurta à un adversaire de taille. Le médecin personnel de l'impératrice, l'Écossais John Rogerson, était un homme de science, un produit des Lumières écossaises, un matérialiste et un empiriste convaincu. Il vit immédiatement en Cagliostro un charlatan et lança contre lui une véritable guerre. Il dénonça publiquement ces miracles, prouvant qu'ils avaient tous une explication naturelle. Catherine elle-même, de retour dans la capitale, traita le thaumaturge avec un mépris glacial. Elle, maîtresse de la satire politique, écrivit plusieurs comédies. L'imposteur, le séduit, le chaman de Sibérie, dans lesquelles elle tournait en dérision de manière acerbe et impitoyable Cagliostro, dépeint sous le nom de Califalkjerstone, et les aristocrates crédules qui s'étaient de laisser prendre à son hameçon. L'atmosphère autour du comte s'épaississait. Finalement, accusé d'espionnage au profit de la Prusse et de pratiques magiques incompatibles avec l'orthodoxie, Cagliostro fut contraint de quitter précipitamment la Russie. Le gambit russe avait échoué, mais la défaite en Russie ne fit qu'ajouter à sa gloire dans le reste de l'Europe. Il n'était plus seulement un mystique, mais aussi un martyr victime du despotisme de l'impératrice russe. De Russie, il se dirigea vers Varsovie, où un accueil enthousiaste l'attendait, puis à Strasbourg. Et c'est précisément Strasbourg qui devint le lieu de son plus grand triomphe, la ville où la légende de Cagliostro atteignit son apogée. À Strasbourg, il se présenta sous son image la plus avantageuse, celle d'un ami de l'humanité. Il refusa toute rémunération pour ses soins, recevant aristocrates et pauvres avec la même attention. Sa maison se transforma en hôpital. Les gens affluaient vers lui de toute la région. Sa renommée parvint aux oreilles de l'un des hommes les plus influents et les plus nobles de France, le cardinal Louis de Rohan, archevêque de Strasbourg, prince de la maison de Lorraine. Le cardinal de Rohan était un homme ambitieux, incroyablement riche, mais en même temps crédule, débauché et passionnément intéressé par le mysticisme et l'alchimie. Il cherchait depuis longtemps un guide spirituel capable de lui révéler les secrets de la pierre philosophale. En la personne de Cagliostro, il crut, semblait-il, avoir trouvé son gourou. Le cardinal accorda à Cagliostro sa pleine protection. Il l'installa dans son somptueux palais épiscopal, le combla d'argent et devint son disciple le plus dévoué. Pour Cagliostro, c'était le jackpot. La protection d'un prince de l'Église lui ouvrait les portes des plus hauts cercles de l'aristocratie française, jusqu'à Versailles même. Il menait pour le cardinal des expériences alchimiques, promettant de créer la pierre philosophale. Il invoquait pour lui les ombres de grandes figures historiques. Le cardinal était ravi. Il croyait chaque mot de son « cher Giuseppe ». Cette amitié fatale et la foi aveugle du cardinal en son idole joueront bientôt un rôle clé dans le scandale qui les détruira tous les deux et secouera toute la France. De Strasbourg, au zénith de sa gloire, Cagliostro partit pour Paris. La ville qui deviendra la scène de son plus grand triomphe et de sa chute la plus retentissante.
Paris, dans les années 1780, n'était pas seulement la capitale de la France, c'était la capitale du monde, le centre de la mode, de la philosophie, de l'art et des plaisirs. Une ville où l'air semblait électrisé par le pressentiment du changement. L'Ancien Régime vivait ces dernières années, fiévreusement brillante, ressemblant à un malade de la tuberculose avec une rougeur fébrile sur les joues. L'aristocratie, coupée de la vie réelle, cherchait de nouveaux divertissements, des débats philosophiques dans les salons aux séances mystiques. C'est dans cette atmosphère agitée et nerveuse que le comte de Cagliostro fit irruption, tel un météore. Son arrivée en 1785 fut orchestrée avec le faste qui le caractérisait. Il s'installa dans un luxueux hôtel particulier du quartier du Marais, et bientôt sa maison devint l'endroit le plus à la mode de Paris. Là, entouré de sphinx égyptiens et de symboles mystérieux, le grand coffre recevait tout le gratin de la société française. Son protecteur, le cardinal de Rohan, l'introduisit dans les plus hautes sphères. Marquis, ducs, financiers et leurs épouses l'assiégeaient, le suppliant de leur révéler l'avenir, de les guérir de leurs maladies ou de leur accorder l'élixir de jouvence. Cagliostro était au sommet du monde. Il était riche, célèbre, influent. Ses loges du rite égyptien poussaient comme des champignons après la pluie, lui rapportant d'énormes revenus. Il était plus qu'un simple mage à la mode, il était un symbole de l'époque. Mais c'est précisément à cette hauteur vertigineuse qu'un piège l'attendait, et il ne fut pas tendu par l'Inquisition ni par la police, mais par une aventurière rusée, dont l'avidité et l'ambition ne connaissaient pas de limites. Elle s'appelait Jeanne de La Motte-Valois. Cette femme était un produit tout aussi remarquable de son époque que Cagliostro lui-même. Elle était issue d'une branche appauvrie, mais collatérale, de la dynastie royale des Valois. Toute son enfance s'était déroulée dans une misère humiliante, mais elle était obsédée par l'idée de retrouver la richesse et la position qui, selon elle, lui appartenaient de droit. Dotée d'une apparence séduisante, d'un esprit vif et d'une absence totale de scrupules, elle se frayait un chemin dans le grand monde, usant de flatteries, d'intrigues et de mensonges. Elle réussit à épouser le comte de La Motte et même à obtenir une petite pension du roi. Mais cela ne lui suffisait pas. Il lui fallait un gros coup, et elle trouva le moyen de le réaliser. Au centre de son intrigue se trouvaient deux personnes, son amant, le cardinal de Rohan, et la reine de France, Marie-Antoinette. Le cardinal de Rohan, malgré son rang et sa richesse, était en disgrâce auprès de la reine. Marie-Antoinette ne le supportait pas pour sa vie dissolue et les rumeurs qu'il avait répandues sur elle lorsqu'il était ambassadeur à Vienne. Pour l'ambitieux cardinal, cette disgrâce était insupportable. Il était prêt à tout pour regagner les faveurs de la reine et obtenir le poste tant convoité de Premier ministre. Jeanne de La Motte, connaissant cette faiblesse du cardinal, le persuada qu'elle était une amie proche et une confidente de la reine. C'était un mensonge éhonté, mais de Rohan, aveuglé par son désir, la crut. Jeanne commença à jouer le rôle d'intermédiaire. Elle transmettait au cardinal de fausses lettres, prétendument de Marie-Antoinette, pleines de mots chaleureux et d'allusions à un pardon imminent. Elle organisa un rendez-vous nocturne secret dans les jardins de Versailles, où le rôle de la reine fut joué par une prostituée engagée qui lui ressemblait. Le cardinal était au 7e ciel, et c'est là que Jeanne passa à l'acte principal. Elle raconta au cardinal que la reine désirait ardemment acquérir un collier de diamants uniques, mais ne pouvait le faire ouvertement en raison de la situation financière difficile du pays. Ce collier existait réellement. Il avait été fabriqué par les joailliers parisiens Beumer et Bassinge pour Madame du Barry, favorite du défunt roi Louis XV. C'était une œuvre d'art et de folie. 647 diamants des plus purs pour un total de 2800 carats. Sa valeur s'élevait à une somme astronomique, 1 600 000 livres.
Après la mort de Louis XV, le collier était resté invendu et les joailliers cherchaient désespérément un acheteur. Jeanne proposa au cardinal de servir d'intermédiaire secret. Il devait acheter le collier en son nom, et la reine, soi-disant, lui rembourserait plus tard toutes les dépenses. Pour de Rohan, c'était une chance de rendre un service inestimable à la reine. Il accepta sans hésiter. Il signa le contrat avec les joailliers, reçut le collier et le remit à Jeanne de La Motte. Bien sûr, le collier n'arriva jamais jusqu'à la reine. Le mari de Jeanne partit immédiatement pour Londres, où il dépeça cette œuvre d'art en pierres individuelles et commença à les vendre. Quel fut donc le rôle de Cagliostro? Le plus direct et le plus fatal. Le cardinal de Rohan, étant un homme superstitieux, consultait son gourou avant chaque étape importante. Il demanda au grand Coft s'il devait participer à la transaction. Cagliostro, après une de ces séances, donna une réponse ambiguë. Selon une version, il dit que l'affaire était digne d'un prince de l'Église et serait couronnée de succès. Selon une autre, il mit vaguement en garde le cardinal. Il est très probable que Cagliostro, ignorant tous les détails de l'escroquerie, ait simplement donné à son haut protecteur une réponse vague et flatteuse, ne voulant pas le contrarier. Il ne pouvait imaginer dans quoi il s'engageait. De plus, Jeanne de La Motte, pour renforcer la confiance du cardinal, emprunta plusieurs fois de l'argent à Cagliostro, prétendument pour les besoins de la reine, et remboursa toujours rapidement la dette, lui donnant l'impression qu'elle était réellement liée à la cour. L'escroquerie fut découverte au moment du premier paiement au joaillier. De Rohan, n'ayant pas reçu d'argent de la reine, ne put payer. Les joailliers, inquiets, s'adressèrent directement à Marie-Antoinette. Et là, tout s'effondra. La reine, n'ayant jamais entendu parler d'un quelconque collier, entra en fureur. Le roi Louis XVI était fou de rage. Le 15 août 1785, jour de l'Assomption, le cardinal de Rohan fut arrêté en plein Versailles. Ce fut un scandale inouï. Peu après, Jeanne de La Motte fut arrêtée. Et quelques jours plus tard, la garde frappa aux portes de l'hôtel particulier du comte de Cagliostro. Le grand Coft et sa femme Sérafina furent jetés à la Bastille. L'arrestation d'un cardinal, prince de l'Église, et du comte de Cagliostro, célèbre dans toute l'Europe, fit l'effet d'une bombe. Le chiffre d'affaires du collier de la reine cessa instantanément d'être un simple crime de droit commun. Elle se transforma en un scandale politique grandiose qui mit à nu toutes les plaies et tous les vices de l'Ancien Régime. Sur le banc des accusés se trouvaient non seulement des escrocs, mais des symboles, une aristocratie dépravée et crédule en la personne du cardinal de Rohan, une aventurière cynique et avide issue des bas-fonds, personnifiant la nouvelle bourgeoisie prédatrice, et enfin un mystérieux étranger mystique, Cagliostro, symbole de ce brouillard superstitieux qui enveloppait le siècle de la raison. Et au-dessus de tous planait l'ombre invisible de la principale accusée aux yeux de l'opinion publique. La reine Marie-Antoinette, dont la réputation de l'Autrichienne dépensière et frivole rendait toute calomnie à son égard plausible. Pour Cagliostro, l'emprisonnement à la Bastille fut un choc. D'idole de Paris, il était devenu en un instant un prisonnier. Mais, se remettant du premier coup, il décida de se battre, et son arme fut la parole. Le procès devait se dérouler devant le Parlement de Paris, la plus haute cour de justice de France. Ce n'était pas un tribunal secret de l'Inquisition, mais une procédure publique suivie avec un souffle coupé par tout le pays et toute l'Europe. Cagliostro engagea l'un des meilleurs avocats de l'époque, un maître nommé Jean-Pierre Tillorier, et commença à préparer sa défense. Sa stratégie était géniale. Il décida de transformer son procès en son propre triomphe. Il ne chercha pas à se justifier ou à nier ses liens avec le cardinal. Au lieu de cela, il se présenta comme une victime innocente, un martyr ayant souffert pour sa bonté et sa foi en l'humanité.
Son arme principale fut la publication de ce qu'on appela le « Mémoire pour le comte de Cagliostro ». Ce document, écrit dans une langue brillante et pathétique, devint un best-seller. Cagliostro y exposait à nouveau sa biographie mythique. Sa naissance mystérieuse en Orient, ses voyages avec le sage Altotas, sa maîtrise des secrets anciens. Il se décrivait comme un philanthrope désintéressé, ayant consacré sa vie à aider les affligés. Sa relation avec le cardinal de Rohan, il la présentait comme l'amitié de deux âmes nobles. L'escroquerie du collier, il la dépeignait comme un complot ignoble, tramé par Jeanne de la Motte. Mais Cagliostro alla plus loin. Il transforma sa défense en une accusation contre tout le système. Il écrivit sur la cruauté de son arrestation, sur les conditions inhumaines de détention à la Bastille, cette « tombe pour les vivants », symbole de l'arbitraire royal existant grâce au système des lettres de cachet. Il s'adressait non pas aux juges, mais au peuple français, se présentant comme un combattant contre la tyrannie. Ce coup était incroyablement précis. Dans la France pré-révolutionnaire, où la haine de l'absolutisme et en particulier de la Bastille atteignait son paroxysme, les paroles de Cagliostro tombèrent sur un terrain fertile. Le public était de son côté. On se mit à le percevoir non pas comme un escroc, mais comme une victime de l'arbitraire royal, comme un ami du peuple. Le procès dura plusieurs mois et se transforma en un véritable spectacle. Les témoignages de Jeanne de la Motte, du cardinal de Rohan et de Cagliostro se contredisaient. Jeanne mentait sans vergogne, accusant tout le monde. Le cardinal paraissait pitoyable, et sur leur fond, Cagliostro se tenait avec une dignité incroyable. Le 31 mai 1786, le Parlement de Paris rendit son verdict. Jeanne de la Motte fut reconnue coupable et condamnée à être fouettée en public, marquée au fer rouge et emprisonnée à vie. Le cardinal de Rohan, à la fureur du roi et de la reine, fut entièrement acquitté. Les juges n'osèrent pas condamner un prince de l'Église. Et enfin, Cagliostro, non coupable de complicité dans le vol du collier. La salle éclata en applaudissements. Lorsque Cagliostro sortit du palais de justice, une foule immense l'attendait. Les gens criaient « Vivat, comte de Cagliostro !» jetaient leurs chapeaux en l'air. On le porta en triomphe jusqu'à son carrosse. Ce fut le moment de son triomphe absolu. Il avait gagné, mais son triomphe fut de courte durée. Le roi Louis et Marie-Antoinette étaient furieux du verdict. L'acquittement du cardinal et de Cagliostro était pour eux une insulte publique. Ils ne pouvaient annuler la décision du Parlement, mais ils pouvaient utiliser leur pouvoir absolu. Immédiatement après sa libération, Cagliostro reçut un ordre du roi, quitter Paris dans les 24 heures et le royaume de France dans la semaine. Sa victoire se mua en exil. Il fut contraint de fuir le pays où il venait de célébrer son plus grand triomphe. L'exil de France marqua pour Cagliostro le début de la fin. Il était comme un acteur chassé de la scène au milieu de son meilleur rôle. Il retourna à Londres, mais ce n'était plus le même Londres qu'il avait quitté quelques années auparavant. Il n'était plus un mage mystérieux, mais une célébrité scandaleuse, le héros de la plus grande escroquerie du siècle. Sa gloire était toxique. Certains continuaient de voir en lui un martyr et un prophète, d'autres, un escroc rusé qui avait réussi à berner la justice française. À Londres, il tenta de retrouver son influence passée. Il vivait sur un grand pied, donnait des interviews, mais la magie avait disparu. Il était entouré non plus d'aristocrates enthousiastes, mais plutôt de badauds curieux et de journalistes avides de sensations. Il y subit une nouvelle attaque. Le journaliste émigré français Thévenot de Morande, connu pour ses pamphlets dénonciateurs, lança une campagne contre Cagliostro. Il publia une série d'articles dans lesquels il déclarait pour la première fois à toute l'Europe que le comte Alessandro di Cagliostro était en réalité l'escroc sicilien en fuite Giuseppe Balsamo. Il apportait des témoignages de personnes ayant connu Balsamo dans sa jeunesse. Cette information fut un coup terrible pour Cagliostro.
Le mur de mythe qu'il avait si soigneusement construit pendant des années commença à se fissurer. En réponse à ses accusations et à son exil, Cagliostro fit un pas désespéré et prophétique. Il écrivit et publia sa célèbre « Lettre au peuple français ». Ce fut un document étonnant, un mélange de rancœur personnelle, de pamphlets politiques et de prophéties apocalyptiques. Il y maudissait la cour royale française et la Bastille. « Je ne suis pas prophète, mais je vous le dis, le trône sera renversé, la tyrannie sera détruite et la Bastille deviendra un lieu de promenade. » Il prédisait une révolution qui balayerait l'ancien ordre. Pour ses contemporains, cela sonnait comme le délire d'un fou. Mais 2 ans plus tard à peine, en 1789, sa prophétie commença à se réaliser avec une précision effrayante. La Bastille tomba et une place fut effectivement aménagée à son emplacement. La Révolution embrassa la France. Plus tard, beaucoup verront en Cagliostro l'un des principaux prophètes et même l'un des idéologues de la Révolution française. Mais pour l'instant, on en était encore loin. Ses prophéties ne lui apportèrent ni argent, ni sa gloire d'antan. Sa situation financière se détériorait. Les riches mécènes s'étaient détournés de lui. Ces loges du rite égyptien sur le continent, privées de leur chef, commencèrent à décliner. Commença une période d'errance misérable. Il se déplaçait de ville en ville, Turin, Vienne, Trente, mais partout il était accueilli avec méfiance. Les autorités de différents pays, effrayées par ses liens avec les idées révolutionnaires, voyaient en lui un dangereux agitateur et l'expulsaient. Sa fidèle compagne Lorenza Serafina, lasse des errances éternelles, de la pauvreté et de la mauvaise réputation, se querellait de plus en plus souvent avec lui. Leur union, autrefois apparemment indestructible, se fissurait. Elle avait le mal du pays, aspirait à une vie tranquille, et c'est elle, selon une des versions, qui le persuada de commettre l'acte le plus fatal et le plus insensé de sa vie. Retourner en Italie, à Rome. Pourquoi l'a-t-il fait? Qu'est-ce qui l'a poussé, lui, fondateur d'un rite maçonnique hérétique, mage et ennemi de la religion officielle, à se rendre au cœur même du monde catholique, dans la ville où sévissait encore la Sainte Inquisition? Peut-être était-ce le désespoir. Il espérait pouvoir se perdre dans la foule de sa patrie et tout recommencer. Peut-être était-ce un dernier éclair de son incroyable confiance en soi. Lui, qui avait trompé des cardinaux et gagné des procès contre des rois, pouvait croire qu'il parviendrait à berner aussi la police papale. Ou peut-être était-il simplement las de fuir et cherchait-il inconsciemment sa fin. Quoi qu'il en soit, en 1789, l'année même où la Bastille tombait à Paris, le comte de Cagliostro arriva secrètement à Rome. Il entrait dans la gueule du loup. Toutes les routes mènent à Rome. Pour Giuseppe Balsamo, devenu le comte de Cagliostro, cette route fut la dernière. Arrivé dans la ville éternelle en 1789, il revint en quelque sorte à son point de départ, mais il n'était plus le jeune escroc inconnu, mais un homme à la réputation européenne, bien que scandaleuse, et traînant derrière lui un long cortège d'accusations d'hérésie, de magie et de libre pensée. Rome, à la fin du XVIIIe siècle, gouvernée par le pape Pie VI, était un bastion de la réaction. Les succès des Lumières et surtout le début de la Révolution française provoquaient l'effroi au Vatican. L'Inquisition, ou Sainte Congrégation, bien qu'ayant perdu sa puissance d'antan, restait une force redoutable, veillant jalousement sur la pureté de la foi et punissant sans pitié les hérétiques. L'apparition à Rome d'une figure telle que Cagliostro, fondateur de son propre rite maçonnique, ne pouvait passer inaperçue. Il tenta de vivre discrètement sous le nom de Giuseppe Balsamo, ayant renoncé à son titre de comte. Il s'adonnait à la peinture, essayait de vendre ses médicaments, mais l'ombre de son passé était trop longue. Il tenta même de fonder à Rome une loge de son rite égyptien. C'était de la pure folie. Recruter des adeptes dans une ville grouillant d'espions de l'Inquisition était un
fut un suicide, et la trahison ne se fit pas attendre. L'un des nouveaux convertis, le capitaine de la garde papale Francesco di Vischi, se révéla être un provocateur. Il dénonça Cagliostro aux autorités. Le 27 décembre 1789, quelques jours après Noël, des soldats de la garde papale firent irruption dans le modeste appartement où vivaient Cagliostro et Lorenza. L'arrestation était inévitable. Cagliostro et sa femme furent saisis et jetés dans les cellules du château Saint-Ange, l'ancien mausolée de l'empereur Adrien, transformé en prison papale. Commença le dernier et le plus terrible procès de la vie de Cagliostro, le procès de la Sainte Inquisition. Il se déroula dans le plus grand secret, sans avocat ni juré. Ce n'était pas un débat de juristes, comme à Paris, mais un interrogatoire théologique. Les accusations étaient terribles: hérésie, sorcellerie, blasphème, création d'une secte maçonnique, propagation d'idées révolutionnaires. Face à ces juges, de sévères cardinaux inquisiteurs, Cagliostro craqua. Sa volonté, forgée dans des dizaines d'escroqueries et de procès, fut brisée. Peut-être la torture joua-t-elle un rôle, physique ou psychologique, peut-être la trahison de sa femme. Lorenza, enfermée dans une cellule séparée, fit des dépositions détaillées contre son mari. Elle raconta toute leur vie, depuis leur rencontre à Rome, décrivit toutes leurs escroqueries, révéla les secrets de ses tours de magie. Elle le fit pour sauver sa propre vie, et ses dépositions furent le clou principal dans le cercueil de Cagliostro. L'instruction dura 1 an et demi. Cagliostro, privé de soutien, brisé et désespéré, signa des aveux complets. Ce document, publié plus tard par le Vatican sous le titre « Vie et exploits de Giuseppe Balsamo », devint sa biographie officielle, écrite sous la dictée de ses ennemis. Il s'y repentait de tous ses péchés, se reconnaissait comme un escroc, un hérétique et un imposteur. Il reniait son rite égyptien et demandait pardon à l'Église. Le mythe qu'il avait créé toute sa vie était détruit de ses propres mains. Le 21 mars 1791, le verdict fut prononcé. Pour ses crimes contre la foi, Giuseppe Balsamo, connu sous le nom de comte de Cagliostro, était condamné à la peine de mort par le feu. Cependant, le pape Pie XVI, dans un acte de miséricorde, commua la peine en prison à vie dans une forteresse où il pourrait pleurer ses péchés. Ses manuscrits, ses instruments de magie et tous les attributs du rite égyptien furent publiquement brûlés sur la place devant l'église Santa Maria sopra Minerva. On décida de préserver l'homme, mais de détruire la légende par le feu. Le sort de Lorenza fut également triste. Malgré sa collaboration avec l'enquête, elle ne fut pas libérée. En tant que complice et épouse d'un hérétique, elle fut condamnée à l'emprisonnement à vie dans un monastère, où elle mourut quelques années plus tard, oubliée de tous. Pour sa détention à perpétuité, on choisit pour Cagliostro l'une des prisons les plus terribles des États pontificaux, la forteresse de San Leo. C'était un nid d'aigle, construit au sommet d'un rocher inaccessible dans les montagnes des Apennins. On ne pouvait y accéder que par une seule route, taillée dans la pierre. La forteresse semblait surgir du rocher même, se fondant avec lui en un tout. C'était un lieu d'où il n'y avait pas de retour, un lieu d'isolement absolu du monde. L'homme qui avait parcouru toute l'Europe, parlait une dizaine de langues et conversait avec des rois et des cardinaux, fut placé dans une cellule qui n'était guère mieux qu'une tombe. D'abord, on le garda dans une cellule ordinaire, mais, craignant que ses pouvoirs magiques ne l'aident à s'échapper, les geôliers prirent des mesures spéciales. On creusa pour lui une nouvelle cellule dans l'épaisseur même du rocher, la cellule du puits. Elle n'avait pas de porte. Le prisonnier y était descendu par le haut, par une trappe dans le plafond. La seule fenêtre de la taille d'une meurtrière donnait sur un paysage désert et était obstruée par une triple grille. C'est dans ce tombeau de pierre, où régnait un froid et une pénombre éternelle, que le comte de Cagliostro devait passer le reste de ses jours. On sait peu de choses de ces dernières années.
Il était complètement coupé du monde extérieur. Un prêtre lui fut assigné, qui devait le guider sur le droit chemin, mais Cagliostro, semble-t-il, ne se repentit jamais vraiment. Des rapports de geôliers ont été conservés, dans lesquels il se plaignait de son comportement violent. Tantôt il sombrait dans la dépression et gardait le silence pendant des jours. Tantôt il entrait en fureur, criait, maudissait ses tortionnaires et le pape. Parfois, il délirait, conversait avec des esprits invisibles, ce qui laissa penser qu'il avait perdu la raison. Ou peut-être était-ce son dernier rôle, une dernière tentative de préserver les restes de son « moi » dans des conditions inhumaines. Il passa 4 ans dans cette cage de pierre. 4 ans d'extinction lente. Le 26 août 1795, à l'âge de 52 ans, Giuseppe Balsamo, comte Alessandro di Cagliostro, mourut. Selon la version officielle, la cause de la mort fut une attaque d'apoplexie. Il fut enterré sans aucune cérémonie, comme un hérétique, en dehors de la terre consacrée, au pied de la forteresse. Sa tombe ne fut pas marquée, et son emplacement exact se perdit bientôt. L'homme-légende avait disparu sans laisser de traces. Le corps de Giuseppe Balsamo se décomposa dans une tombe anonyme au pied de San Leo. Mais l'homme était mort, et la légende du comte de Cagliostro ne faisait que commencer sa vie posthume, véritablement immortelle. Il devint l'une des figures les plus tenaces et contradictoires de l'histoire. Son nom devint synonyme soit d'une escroquerie de génie, soit d'une prophétie incomprise. Qui était-il, cet éternel vagabond? Pour ses ennemis et pour les sceptiques, comme l'historien écossais Thomas Carlyle, il fut et reste le roi des menteurs. La quintessence du charlatanisme, un abscesse purulent sur le corps du siècle des Lumières. Le symbole de la facilité avec laquelle la foule, même la plus instruite, se laisse abuser par une tromperie primitive, si elle est présentée dans un bel emballage. Pour les romantiques et les ésotéristes, il est une figure tragique, un génie incompris, un véritable initié qui apporta à l'Europe la lumière de la sagesse ancienne, mais qui fut crucifié par l'ignorance et la tyrannie. Alexandre Dumas, dans son roman Joseph Balsamo, en fit un mage puissant et le chef d'une société secrète qui préparait la Révolution française. Goethe lui consacra une comédie, Le Grand Kofte. Léon Tolstoï le mit en scène dans Guerre et paix, comme un exemple de mystique à la mode, dupant la haute société de Saint-Pétersbourg. Les historiens contemporains voient en lui une figure plus complexe et aux multiples facettes. Il était, sans aucun doute, un aventurier et un maître de la mystification. Mais le réduire à cela serait simplifié. Cagliostro était un psychologue et un showman de génie. Il sentait instinctivement l'esprit de son époque, sa faim spirituelle, son attrait pour le mystérieux, ses peurs et ses espoirs cachés. Il ne se contentait pas de tromper, il donnait aux gens ce qu'ils désiraient désespérément, l'espoir de la guérison, de la jeunesse éternelle, de l'initiation à un grand secret. Il était le miroir de son temps, reflétant toutes ses contradictions. Son histoire est l'histoire éternelle de la frontière fluctuante entre la foi et la tromperie, entre le génie et la folie, entre le fait historique et le mythe immortel. Il s'est créé lui-même à partir de rien, de la poussière des routes siciliennes, et a fait croire à toute l'Europe en sa légende. Et même lorsque son corps fut enterré et son nom anathématisé, l'image qu'il avait créée, celle du conte mystérieux, voyageur dans le temps, guérisseur et prophète, se révéla plus forte que la mort. Il est resté à jamais dans la culture, dans les livres, dans les films, dans les légendes. Parce que l'humanité, même dans les époques les plus rationnelles, aura toujours besoin de ces contes de Cagliostro, de ceux qui promettent le miracle et font croire, l'espace d'un instant, que l'impossible est possible.